Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Yves pour continuer de nous accompagner sur cet itinéraire fort intéressant, de nous aider à regarder l'expérience du pèlerinage, l'expérience des chemins de Compostelle sous l'angle du patrimoine mondial, donc de tout ce qui tourne autour du génie créateur de l'humain, tout ce que les êtres humains ont pu faire pour nous léguer des trésors qui nous aident encore aujourd'hui en s'y plongeant, qui nous aident à continuer à réinventer l'avenir. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci Yves d'être avec nous. Merci pour cette générosité et cet accompagnement. Merci, Denis. Est-ce que maintenant tu me vois? Tout à fait. Parfait. Bon, je ne dis pas que c'est parfait à voir, là, mais c'est mieux comme ça. Bon. Alors, encore une fois, là, je remercie l'Association du Québec à Compostelle. C'est une formidable équipe de bénévoles, son conseil d'administration, les équipes régionales. C'est, comme tu le disais, Denis, on arrive au bout, pas tout à fait, mais presque au bout de l'année 2020-2021. Moi, je n'ai jamais participé à autant d'activités associatives variées comme cette année. Alors, c'est formidable. Alors, chapeau à toutes les personnes qui ont mis l'épaule à la roue. Je vois que ce soir, il y a pratiquement la moitié quand même des participants qui n'ont pas assisté aux deux premières. Et donc, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de notions qui sont significatives pour bien saisir la portée de ce qu'on appelle le patrimoine mondial. Alors, ce soir, je vais être très, très bref sur cette partie-là, mais vous pouvez assez aisément rattraper les notions auxquelles vous n'avez pas pu avoir accès mardi dernier et mardi en 15 en allant sur YouTube où les deux conférences ont été placées par l'association. Donc là, vous pourrez retrouver plus à fond ces notions. Parfait. Alors, nous y sommes. Ce soir, j'aborde finalement les chemins du nord de l'Espagne associés dans l'inscription sous un même titre à chemin au pluriel de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Camino Frances et les chemins du nord de l'Espagne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Espagne a d'abord ouvert la marche, si on peut dire, pour l'inscription de Compostelle au patrimoine mondial en 1985, en proposant à l'UNESCO, qui a consenti, la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était la première fois que Compostelle apparaissait au patrimoine mondial. Et 8 ans plus tard, l'Espagne encore est revenue avec un dossier sur le Camino Frances. Donc, à partir de ce moment-là, 2 fois, Compostelle apparaissait au patrimoine mondial. Sa ville même, la ville de Santiago, et le chemin qu'on appelle le Camino Frances était donc inscrit, 2 inscriptions différentes au patrimoine mondial. En 98, 5 ans après l'introduction du Camino Frances, c'est au tour de la France d'apparaître au patrimoine mondial en obtenant l'inscription sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » de 71 monuments et 7 tronçons de chemins. Donc, Compostelle apparaissait pour la 3e fois. La France et l'Espagne avaient, au fond, eu recours à des stratégies différentes pour l'inscription de ces biens-là au patrimoine mondial. En effet, l'Espagne avait fait inscrire le Camino Frances à l'exclusion des monuments que l'on peut rencontrer sur ces chemins. La France a pris une stratégie tout autre. Elle a fait inscrire 71 monuments à l'exclusion des chemins. L'Espagne va revenir à la charge
auprès de ce que j'appelle l'autorité du patrimoine mondial, c'est-à-dire auprès de l'UNESCO, en 2015, pour, cette fois-là, obtenir une nouvelle inscription, celle que nous allons voir ce soir. Ceux qui ont assisté aux conférences antérieures, vous vous souvenez comment se gouverne et par quoi est gouverné l'UNESCO quand vient le temps d'inscrire un bien au patrimoine mondial. Elle est gouvernée par un document fondamental qui s'appelle la Convention pour la protection et la conservation du patrimoine mondial naturel et culturel. Cette convention-là, disons, c'est un document de même nature que ce qu'on appelle, disons, le protocole de Kyoto. C'est un traité international qui ne peut avoir d'effet, qui ne peut lier que les États qui signent ces traités ou qui signent, dans ce cas-ci, cette convention-là. Bon, actuellement, vous avez 193 États qui ont signé la Convention pour la protection et la conservation du patrimoine mondial. Donc, presque tous les États membres de l'ONU ont signé cette convention, mais il a quand même fallu attendre 4 ans, de 1972 à 1976, avant de réunir les 40 signatures qu'il fallait pour que la Convention entre en vigueur. Et c'est pour cela que les premiers biens qui vont apparaître au patrimoine mondial vont apparaître en 1978. À partir du moment où 40 pays avaient signé la Convention, là, l'UNESCO pouvait mettre en branle les autres dispositions de la Convention, par exemple, celles qui créent des droits et des obligations pour les États signataires de la Convention. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Oui, voilà. Et ces droits et les obligations des États signataires de la Convention, ils sont essentiellement, premièrement, le droit de soumettre une candidature, de soumettre une inscription. Donc, par exemple, dans le cas de l'Espagne, si on revient un petit peu en arrière, de dire, bien, nous voudrions que la vieille ville de Santiago soit inscrite au patrimoine mondial. Ça, c'est le droit le plus fondamental des États signataires, c'est de présenter une candidature. Mais quand ils présentent cette candidature, ils doivent respecter d'autres dispositions de la Convention, notamment, ils doivent démontrer que le bien qu'on veut ainsi classer au patrimoine mondial correspond à des critères qui sont inscrits dans la Convention même. Donc, on n'inscrit pas un bien au patrimoine mondial parce qu'on le trouve beau, joli ou parce que ce serait intéressant à des fins touristiques. On l'inscrit parce qu'il correspond à des critères et à un niveau de qualité, à des standards qui sont ceux contenus dans la Convention elle-même. Je m'en tiens seulement à ces aspects-là par rapport à l'UNESCO et le patrimoine mondial ce soir. Et comme je le disais d'entrée de jeu, pour voir cela plus à fond, il faudra retourner aux conférences que j'ai prononcées mardi dernier et mardi il y a 15 jours. Ce soir, ce à quoi nous avons affaire, c'est une drôle de disposition, une disposition très particulière de la Convention qu'on appelle l'extension d'un bien. C'est-à-dire qu'un pays peut voir un bien inscrit au patrimoine mondial et puis revenir, pour ainsi dire, à la charge pour dire, ben, vous savez, après étude, après recherche, après réflexion, après analyse, nous pensons que le bien que nous avons inscrit devrait être plus large, plus étendu que celui qu'on vous a soumis antérieurement. C'est ce que va faire l'Espagne par rapport aux biens qui étaient inscrits en 1993, c'est-à-dire le Camino Frances. L'Espagne va dire dans son dossier, va démontrer dans sa démarche
que c'est non seulement le Camino Frances qui devrait être inscrit au patrimoine mondial, mais aussi un certain nombre de chemins situés dans le nord de l'Espagne. On va donc se retrouver avec le Camino Frances tel que défini en 1993 et tel que je l'ai présenté dans ma première conférence, plus, puisqu'on procède à une extension, les chemins du nord de l'Espagne. Et là, c'est à sa réunion annuelle en 2015 que l'UNESCO va dire oui, nous procédons à l'extension de ce bien-là. Le Camino Frances, ça représente un chemin, et bien l'extension, ça représente 4 chemins dans le nord de l'Espagne. Donc, on va se retrouver en Espagne avec maintenant 5 chemins inscrits au patrimoine mondial sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Camino Frances et les chemins du nord de l'Espagne ». Regardons ça sur une carte. Qu'est-ce que c'est que ça donne? C'est une carte qui a été produite par le Consejo Jacobeo, le Conseil Jacquard, pour ainsi dire, l'organisme qui, en Espagne, sous l'autorité du ministère de la Culture, a la responsabilité de la gestion des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc, c'est une carte qui a un certain caractère officiel. Oublions la portion verte ici, qui est le chemin qui vient de la Catalogne. Oublions cela. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en bleu le Camino qui officiellement, pour l'Espagne, porte le nom de Camino de la Costa. Il a une longueur mesurée très précise à partir de Irún jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle de 936,28 km. Donc, on a ici complètement au nord, en bleu, un premier chemin avec une étrange bretelle ici entre Villaviciosa et Oviedo, qui n'est pas calculée dans le 936,28 km. C'est comme une bretelle de passage avec l'autre Camino, celui qui est indiqué par les lettres CP, qui est le Camino Primitivo, qui débute à Oviedo et qui se termine à Santiago de Compostela, à Saint-Jacques-de-Compostelle, et qui, lui, a une longueur mesurée de 311,31 km. Et ensuite, là, on a un chemin très particulier. La question vous a été posée. Avez-vous fait le Camino Liébana? Eh bien, c'est un chemin qui débute tout juste après San Vicente de la Barquera sur le Camino de la Costa et qui a une longueur de 55,32 km. Il conduit à Santo Toribio et c'est là qu'il se termine. Donc, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas un chemin de Compostelle. On verra tout à l'heure pourquoi il est introduit sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Camino Frances et les chemins du nord de l'Espagne ». Et ensuite, vous avez en orange, ici, en partant de Irún à l'est, sur la carte, en orange, sous les lettres CVR, c'est-à-dire Camino Vasco de la Rioja, une distance de 196 km, le 4e de ces chemins du nord de l'Espagne. Donc, lui, c'est un chemin qui part de Irún, comme le Camino de la Costa, et qui se rend va rejoindre le Camino de Frances à la hauteur de Santo Domingo de la Calzada. Bon, je vous dis tout de suite, il y a quelques choix d'édition
qui ont été faits pour publier cette carte. Par exemple, puisque le Camino Primitivo est le plus ancien et le premier donc des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans toute l'histoire, on aurait pu continuer le trait mauve et le rendre jusqu'à Santiago, puisque c'est lui le plus ancien. On a cédé devant la popularité du Camino Frances, qui est, lui, en rouge, et on présente les choses comme si le Camino Primitivo se terminait à Mélide, plus précisément avant Arzúa, mais en réalité, ce chemin-là étant le plus ancien, ce sont les autres qui, compte tenu de l'ordre d'ancienneté, les rejoignent. Et enfin, sur la carte, on a CF, le Camino Frances. Et là, on le fait partir, vous notez bien, hein, ceux qui n'étaient pas à la première des conférences, celle qui portait sur la vieille ville de Saint-Jacques et le Camino Frances, eh bien, notez bien, il y a dans la définition espagnole et dans la définition de l'UNESCO pour fin de patrimoine mondial, un embranchement du Camino Frances. En effet, le Camino Frances débute au col du Somport, là où prend fin ce que l'on appelle en France le chemin d'Arles, et il passe par Jaca et il s'en vient aboutir un peu passer la magnifique chapelle de Eunate dans le village de Obanos. Il vient rejoindre l'autre embranchement que l'on fait débuter ici à Roncesvalles. Mais en réalité, c'est encore un choix d'édition qu'a fait le Consejo Jacobeo. En réalité, dans la définition écrite du Camino Frances, déposée par la France et acceptée par l'UNESCO, ce chemin, cet embranchement ne débute pas à Roncesvalles, mais débute à Valcarlos. Et c'est ceux qui passent par le col de Valcarlos, Ibenata, qui prennent véritablement au sens de l'UNESCO, au sens du patrimoine mondial. Ce sont ceux-là qui marchent sur le Camino tel que défini au patrimoine mondial et non pas ceux qui passent par Horizon, par la montagne et par le col de l'Opodin. Bon, alors voilà pour ce qui est des situations, de la façon de situer géographiquement les caminos en question. Il y a au sud le Frances en rouge et les chemins du Nord, ce sont les quatre autres tels que je les ai indiqués ici sur cette diapositive. Quels sont les critères prévus à la Convention qui ont été retenus pour justifier l'inscription des chemins du nord de l'Espagne au patrimoine mondial par extension? Le premier critère, c'est celui qui a trait aux influences historiques. Ces influences historiques, elles se manifestent dans l'architecture et les arts monumentaux. Elles se manifestent dans la planification des villes, dans ce cas-ci, évidemment, de l'architecture et des arts monumentaux, ainsi que dans la planification des villes du nord de l'Espagne et dans le développement des paysages qui viennent avec la constitution du chemin. Le deuxième critère qui a été retenu, eh bien, c'est celui qu'on a vu pour le Camino Frances, c'est celui qu'on a vu apparaître pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, c'est que tous ces chemins sont des symboles extraordinaires d'une période significative de l'histoire européenne et donc de l'histoire occidentale. Ils représentent l'ère des pèlerinages au pluriel et non pas uniquement l'ère du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, l'âge des pèlerinages chrétiens est symboliquement représenté par l'ensemble des chemins, autant ceux
de France, même si ce sont les monuments que l'on classe, et bien sûr, de façon beaucoup plus évidente, pour maintenant les 5 chemins que l'on a en Espagne, le Frances et les 4 chemins du nord de l'Espagne. C'est cela qui justifie l'introduction de ces chemins-là, car il y a eu véritablement un âge des pèlerinages qui est fondateur aussi de l'Europe. Et cet âge des pèlerinages, il s'appuie sur des croyances ou des idées qui ont valeur universelle. Et dans ce cas-ci, eh bien, c'est les dispositions relatives à la foi chez les humains et particulièrement à la foi chrétienne et aux principes qui sont sous-jacents et qui ont marqué le développement de l'Europe. Nous allons maintenant considérer chacun de ces critères de façon détaillée et je vais prochainement illustrer par mes photos c'est la mise en œuvre de ces critères-là, la mise en application de ces critères. Les influences historiques. Eh bien, le chemin qu'on appelle le Primitivo, il a une influence historique considérable puisqu'il est à l'origine du plus important pèlerinage européen. Donc, la raison pour laquelle, cette fois-ci, on ajoute à l'intérieur des chemins du nord de l'Espagne et qu'on étend le bien, eh bien, c'est qu'entre autres, il y en a un qui est le tout premier et qui est fondateur de tous les autres. Autrement dit, s'il n'avait comme pas existé, les autres ne seraient pas venus au monde. Et ça tient à quoi? Eh bien, ça tient à, premièrement, la découverte en 813 d'un tombeau attribué, alors mon expression est voulue, attribué à l'apôtre Jacques. Remarquez bien à ce sujet que les 2 derniers papes qui sont passés à Compostelle ont tous les 2 parlé à propos de ce tombeau, non pas du tombeau de l'apôtre Jacques, mais du mémorial de l'apôtre Jacques. Donc, d'un objet qui fait mémoire, qui fait rappel. Le débat reste donc théoriquement ouvert entre s'agit-il vraiment du tombeau de l'apôtre Jacques ou non, mais de toute façon, le tombeau attribué à l'apôtre Jacques va faire marcher beaucoup de gens au Moyen Âge et encore de nos jours. Le personnage que vous voyez ici, c'est Alfonso II, appelé le Chaste. Il a régné de 791 à 842, et donc un très long règne comme roi des Asturies, de la principauté des Asturies. Évidemment, l'Espagne n'était pas constituée en pays comme elle l'est actuellement, mais les Asturies étaient en quelque sorte, si on regarde cela par rapport, disons, à des personnages mythiques comme Astérix et les Gaulois, eh bien, c'était comme le dernier retranchement ou l'un des derniers retranchements de la chrétienté dans la péninsule ibérique, puisque presque tout le restant de l'Espagne était occupé par les musulmans qui avaient, un siècle auparavant, envahi ce territoire-là. Et donc, le roi de la principauté des Asturies, apprenant la découverte d'un tombeau que l'on attribue à l'apôtre Jacques, est parti d'Oviedo vers Compostelle. Ce fut avec sa cour, il s'est rendu à Compostelle. Il s'est rendu où? Il ne s'est pas rendu dans une ville, ça n'existait pas. Il s'est rendu là où on croyait avoir découvert ce tombeau. Donc, il s'est rendu comme dans un champ, en pèlerinage. Et là, il a ordonné la construction, on croit qu'il a ordonné la construction d'une première chapelle en bois dont il ne reste rien, mais ainsi a lieu le premier pèlerinage
à Compostelle. De toute façon, vous vous souvenez, Compostelle, ça veut dire Campo et Stella, le champ de l'étoile, c'est-à-dire l'endroit où un ermite aurait été guidé par une étoile pour découvrir précisément ce tombeau. Donc, il y a là un événement historique indéniable, un roi qui a indéniablement régné, toute une tradition qui soutient qu'il s'est bel et bien rendu à l'endroit où le tombeau était et qu'il a ainsi fondé le premier tracé, le premier chemin de chez lui jusqu'à Compostelle pour ce premier pèlerinage. Mais en réalité, Alphonse II emprunte des voies qui existaient déjà. Il ne crée pas un chemin. Il va le modifier, le transformer, lui donner une signification comme nouvelle ou encore, pour mieux dire, l'histoire fera en sorte que, agissant comme il l'a fait, ce chemin, ce tracé, disons, possédera une nouvelle signification. Eh bien, voilà pourquoi plus tard, beaucoup plus tard, on l'appelle primitivo. Il ne faut pas penser que quelqu'un dans sa cour s'est levé un matin pour dire, écoute, on va ouvrir un chemin et puis on va l'appeler primitivo. Et il n'a pas appelé ce chemin-là primitivo. Sa tradition, finalement, va reconnaître que comme c'est le premier, il mérite le chemin de premier chemin ou de chemin primitif, donc de Camino Primitivo. En réalité, nous allons le voir par un certain nombre de monuments. Il emprunte pour une grande part d'anciennes voies romaines. Alors voilà d'où il part. Il part d'ici d'Oviedo et il passe entre autres par Lugo ou Lugo. Et Lugo, c'est une installation romaine d'ailleurs, avec des magnifiques remparts romains toujours existants, classé également au patrimoine mondial, et il poursuit par Mélidée, et il se rend dans ce qui est le champ à l'époque, ce qui deviendra plus tard une ville qu'on appelle Santiago de Compostela. Pendant un long temps, c'est par voie maritime que l'on accède au nord de l'Espagne, à la costa, à la côte espagnole. Et il faudra un certain temps et il faudra une concentration aussi de population, donc le développement de villes, pour que des voies terrestres complémentaires aux voies romaines qui existaient par endroits se développent. Donc, pour les autres chemins du nord de l'Espagne, c'est ce qu'il faut retenir ici. Pour les autres chemins du nord de l'Espagne, eh bien, tranquillement, on va passer de la préséance de l'accès à ces territoires-là par voie maritime au développement de voies terrestres et à l'édification et au développement d'un certain nombre de villes. Au fond, nous qui habitons au Québec, nous sommes dans une situation parfaite pour comprendre cela. Pendant le 17e siècle et même une grande partie du 18e siècle, de Québec à Montréal, c'est strictement par voie maritime, par le fleuve, que l'on se déplaçait d'un village à l'autre, d'une fondation à l'autre. Donc, par exemple, quand Ville-Marie a été créée, et qui portera plus tard le nom de Montréal, eh bien, on n'est pas venu par voie terrestre. On est venu par le fleuve, ainsi de suite. C'est la même chose pour la fondation de la ville de Trois-Rivières et c'est la même chose pour la fondation d'à peu près tous les villages anciens qu'on retrouve le long de la rive nord et de la rive sud du Saint-Laurent. C'est par la mer d'abord qu'on s'est développé, concentration de population, développement de villes et puis à un moment donné, ça va donner le développement, ça va amener le développement de voies terrestres. Donc, à la différence du Primitivo qui, lui, prend naissance dès le 9e siècle, les autres chemins du nord de l'Espagne, il leur faudra environ 200 ans avant qu'ils se développent comme chemin et qu'ils rejoignent ainsi Compostelle, soit en poursuivant le long de la côte, soit en allant rejoindre
éventuellement la ville d'Oviedo et le Camino Primitivo. Donc, l'essor du pèlerinage, il se comprend dans cette perspective du passage progressif de la voie maritime à la voie terrestre par le développement du commerce, par le développement des villes et finalement par le développement du réseau de chemins du nord de l'Espagne que nous exposons ce soir. Le second critère, il traite des périodes significatives de l'histoire. Les chemins du nord de l'Espagne représentent et offrent un témoignage remarquable de périodes au pluriel significatives au pluriel de l'histoire parce que ces chemins offrent premièrement un ensemble architectural, deuxièmement un ensemble technologique, troisièmement un ensemble de paysages qui illustrent, tenez-vous bien, aussi bien des périodes antérieures à la naissance du Camino Primitivo que postérieures au développement du pèlerinage. Et c'est, je dirais, tout à fait logique, aussi logique que quand dans le patrimoine français, on va introduire sous le titre Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, un dolmen bien antérieur, évidemment, à l'apparition de la chrétienté, bien antérieur à l'apparition des pèlerinages à Compostelle. Pourquoi? Parce que symboliquement, il représente une étape, un développement des croyances vers des croyances païennes, vers les croyances chrétiennes. Donc, le passage d'un mode de représentation de l'existence et du sens de l'existence, d'un schéma de pensée ou d'une idéologie vers un autre ensemble de croyances, les croyances chrétiennes. Donc, voilà pourquoi on peut ainsi regarder à la fois des périodes antérieures ou postérieures, c'est-à-dire des ensembles architecturaux, technologiques ou de paysages, antérieurs ou postérieurs au développement même du pèlerinage parce qu'ils s'inscrivent dans l'importance que le pèlerinage a comme événement. Au sujet de l'ensemble architectural, alors là, l'Espagne, quand elle propose l'extension du bien pour y introduire les chemins du nord de l'Espagne au patrimoine mondial, par extension du Camino Frances, eh bien là, tenez-vous bien, ils vont innover et cette fois-ci, ils vont proposer nommément l'introduction de 16 structures ou monuments inclus dans la définition du bien. C'est comme si, dans un premier temps, pour le Camino Frances, on dit c'est le chemin, il comporte un très grand nombre de structures. On avait même un document qui disait plus de 1800, mais ce n'est pas eux qu'on classe. Voyant que la France, elle, avait choisi d'inscrire des monuments, quand elle revient à la charge, l'Espagne dit on va introduire cette fois-ci des monuments. Donc, on a un ensemble architectural directement associé au chemin du nord de l'Espagne, 16 structures, c'est le mot utilisé dans les documents de l'Espagne et de l'UNESCO, ou monuments si vous voulez. Alors, ces 16 structures ou monuments sont constitués de 5 cathédrales, 3 églises, 3 monastères, 2 collégiales, un tunnel, un pont, une muraille. Alors, vous voyez, vous avez un ensemble extrêmement varié de biens, mais la plupart sont des biens à caractère religieux, à l'exclusion d'un tunnel. Et encore là, on va voir qu'il comporte un ermitage, du pont et de la muraille. Les 5 cathédrales. J'ai retenu, non pas les 5, parce qu'il n'est pas nécessaire d'aller de tout présenter pour comprendre les motifs de l'introduction de ces chemins au patrimoine mondial, mais j'en ai retenu quelques-unes cathédrales.
Je pense que la plus importante dans cette série, c'est à Oviedo, la cathédrale San Salvador. C'est un gothique du 13e siècle, mais je voudrais ici attirer surtout votre attention sur le San Salvador, le Saint Sauveur, parce que dans la tradition du nord de l'Espagne, on va retrouver des monastères, des églises et une cathédrale qui porte le nom de San Salvador. Le San Salvador, il va retentir un peu partout, le Saint-Sauveur, il va retentir un peu partout sur le Camino Primitivo. Et dans quel esprit? Eh bien, dans un esprit fondamental. C'est que quand on fait un pèlerinage, on va prier ou implorer ou solliciter des faveurs ou se faire pardonner des mauvais coups, etc., auprès d'un saint, Saint Jacques par exemple. Mais les saints et les saintes dans l'esprit chrétien ne sont que des intercesseurs. Ils sont comme des ambassadeurs qui relaient en quelque sorte le message auprès de qui? Eh bien, auprès du Saint-Sauveur. Donc, le Saint-Sauveur, il est plus important que le saint auprès duquel on va intervenir. Et d'ailleurs, ce que l'on dit dans la tradition, c'est il n'est pas permis, il est inconcevable de ne pas d'aller saluer le serviteur et de ne pas saluer le maître. Donc, il faut saluer d'abord et avant tout le Saint-Sauveur avant de partir pour se rendre saluer le serviteur, dans ce cas-ci, Saint-Jacques de Compostelle. Donc, ces choix de nom ne sont pas anodins et la cathédrale d'Oviedo, qui est historiquement comme le point de départ du pèlerinage de Alfonso el Segundo, eh bien, c'est Saint-Sauveur. Et en plus de cela, alors là, ça, c'est un autre aspect majeur de tous les pèlerinages, c'est qu'on détient dans la crypte de la cathédrale Saint-Sauveur, on détient un exemplaire du Saint-Suaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le tissu qui aurait recouvert la face de Jésus lors de sa mise au tombeau. Mais alors, vous allez me dire, Turin, qu'est-ce qu'on fait avec Turin? Parce que le Saint-Suaire, il est aussi à Turin. Eh bien, c'est pas très compliqué. Il y avait plus d'une épaisseur pour recouvrir son visage et celui-ci, il est incontestablement reconnu comme étant ancien. Il a été l'objet d'analyse et donc c'est une relique. Les reliques, c'est fondamental. Si on veut un pèlerinage, il faut des reliques. À Vézelay, c'était les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Ailleurs, c'est les reliques de Amadour, de Sainte-Amadour, ainsi de suite. Les pèlerinages sont comme cela. Au Puy-en-Velay, c'est la Vierge Noire et la fameuse roche qui permettait de guérir certaines fièvres, ainsi de suite. Partout où on a un pèlerinage, il faut des reliques. Il faut des parties du corps d'un saint, donc souvent ça va être son sarcophage avec ses ossements, ou encore des objets qu'il a touchés et qui sont empreints de la puissance, pour ainsi dire, que comporte la sainteté. Donc, croyance ayant une signification universelle, oui, la croyance ici, c'est croyance en l'effet des reliques sur la guérison ou sur la transformation d'une vie. Deuxième cathédrale dont je vous parle à l'intérieur des 5 mentionnées, la cathédrale de Bilbao. Ici, je reproduis une image, une saisie d'image que j'ai faite sur Google Earth.
Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de bien voir comment était constituée. Il faut que vous sachiez qu'il y avait ici tout le tour ici, il y avait des murailles. C'était le cas de toutes les anciennes villes. Et donc, Bilbao était une ville fortifiée avec exactement dans son centre sa cathédrale. Et là, si vous regardez la disposition des lieux, c'est une ville extrêmement tassée, un peu comme si vous avez visité le vieux Barcelone, c'est la même chose. Les rues sont étroites, les édifices sont en hauteur. Et pourquoi on construit en hauteur? Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et au centre, il y a une cathédrale. Or, celle-ci, c'est une cathédrale Saint-Jacques. Alors, voyez-vous, je suis ici dans une des rues qui conduit à la cathédrale Saint-Jacques. Elle est comme coincée et vous avez ces édifices en hauteur qui constituent la vieille ville de Bilbao, avec le portail d'entrée qui est extrêmement sobre, mais en même temps bien décoré d'un beau gothique du début du XIIIe siècle, de la fin, pardon, du XIIIe siècle. Donc, une autre cathédrale Saint-Jacques. Et en Galice, cette fois-ci, la cathédrale Santa Maria à Lugo même. Alors, elle est très particulière également. Elle nous indique que ces monuments ont une vie. Ils sont vivants et donc ils changent, comme tous les vivants changent. Elle est née romane, mais elle ne l'est plus maintenant que dans ses fondations, parce que si on regarde ces tours ou ces clochers, ils sont d'allure baroque, et si on regarde le reste de sa façade, on est dans du néoclassique, avec un fronton, avec des demi-colonnes ioniennes ici, terminées à l'ionienne, et avec des pilastres. Donc, tous les ornements que l'on voit là sont les ornements du style classique. Alors, il suffit donc de regarder, de jeter un coup d'œil sur un monument comme cela pour être capable de voir comment il a évolué au fil de l'histoire. 2 collégiales, donc 5 cathédrales, dont 3 viennent d'être illustrées, 2 collégiales. Santa Juliana à Santillana del Mar. Bon, c'est un roman, donc on est antérieur, quand on dit roman, on est antérieur au XIIIe siècle, ou en tous les cas antérieur à la deuxième partie du XIIIe siècle, qui est d'une belle pureté, extrêmement bien conservé, très peu modifié, en Cantabrie. Santillana del Mar, en passant, c'est ceux qui s'adonnent ou se sont adonnés à la littérature, c'est le village préféré de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Et dans La Nausée, vous avez plusieurs références. Dans La Nausée, un des romans de Jean-Paul Sartre, vous avez plusieurs références à Santillana del Mar. Vous avez 3 églises qui sont également inscrites dans le bien Les Chemins du Nord de l'Espagne. Vous avez celle-ci à Castro Urdiales. Vue sous cet angle, elle semble être une forteresse à côté d'une autre forteresse qui est précisément le château de Castro Urdiales. Mais quand on se déplace et qu'on va visiter cette église en prenant le temps de contourner le port et de se rendre au bord de la mer, elle est un magnifique exemple d'un très beau gothique qui comporte ses structures propres, c'est-à-dire d'abord, c'est regarder le caractère massif des contreforts qui empêchent le toit et les murs de tomber, regardez l'élégance des arcs boutants qui relient les murs aux contreforts et regardez les pinacles que l'on a ajoutés pour ajouter du poids au contrefort et s'assurer que les murs ne tomberont pas. C'est les découvertes du génie
génie architectural qui ont permis le passage des édifices romans plutôt sombres et surtout des édifices pré-romans dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, cette église de Castro Urdiales est un très bel exemple du gothique. Les monastères. 3 monastères sont inclus. Celui-ci, il est un monastère cistercien en Galice, Sobrado dos Monches. 12e siècle au 16e siècle, eh ben, il reste très peu d'éléments cisterciens visibles. Il reste très peu d'éléments du 12e siècle, là non plus. Vous savez, dans le style architectural, cistercien égale rien, c'est-à-dire le dépouillement total. C'est un style architectural qu'on pourrait dire être le pendant du zen dans l'architecture religieuse occidentale. Eh bien, ici, de l'ornementation, on en a ajouté. Et on en a ajouté au point de mettre du baroque et même certains éléments classiques comme les pilastres que vous voyez ici. Donc, encore un monument qui évolue, mais son ancienneté mérite son introduction à l'intérieur des biens inscrits sous le titre « Les chemins du nord de l'Espagne ». Eh bien, à peu près tout ce que je vous ai montré de l'édifice religieux jusqu'à maintenant étaient également des lieux de pèlerinage. Donc, le pèlerinage n'était pas nécessairement le fait de se déplacer très loin à l'étranger, ou encore il pouvait être le fait, oui, de se déplacer vers l'étranger, mais en égrenant en quelque sorte les pèlerinages à l'intérieur d'un plus grand pèlerinage. Et voilà pourquoi et comment j'introduis Santo Toribio. Et là, nous sommes à l'aboutissement du Camino de Liébana. Je suis ici à Santo Toribio de Liébana. C'est le plus vieux des 16 lieux considérés, à l'exception des murailles de Lugo que nous allons voir tout à l'heure. Dans ses fondations, Santo Toribio remonte au 6e siècle, donc bien avant la découverte d'un tombeau attribué à Saint Jacques de Compostelle. Et on y faisait pèlerinage. Donc ça, ici, vous êtes sur les lieux d'un pèlerinage bien antérieur à Saint Jacques de Compostelle. Et c'est là qu'est l'aboutissement du Camino Liébana, 55 km à 55 km de, grosso modo, San Vicente de la Barquera sur le Camino de la Costa, qu'on appelle, nous, le Camino del Norte. Alors, voilà, vous avez un lieu de pèlerinage. Et pourquoi est-ce que c'est un lieu de pèlerinage important? Eh bien, écoutez, il a parmi son reliquaire quelque chose de tout à fait unique, un morceau du bois de la Sainte-Croix. Donc, vous pouvez vous imaginer que là, on n'a même plus besoin de l'intercession des saints quand on va à Santo Toribio, quand on fait le pèlerinage de Liébana. On va directement aux reliques du Saint-Sauveur à la Sainte-Croix. Donc, voici le reliquaire de la Sainte-Croix. Au 16e siècle, le morceau de bois va être enchâssé dans ce reliquaire et l'histoire veut qu'il soit parvenu, qu'il ait été rapporté de Jérusalem par Hélène, l'impératrice Hélène au 4e siècle, qui était la mère de Constantin, de l'empereur Constantin, qui lui va déplacer en quelque sorte qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci. Qui lui va déplacer en quelque sorte sa capitale depuis Rome vers Byzance, qui va changer de nom et devenir, comme l'empereur s'appelle Constantin, qui va devenir la ville de Constantinopoulos,
voilà, alors changement de nom, changement de régime. Donc, sa mère, qui l'avait sans doute influencé pour l'édit de Milan. L'édit de Milan, qu'est-ce que c'est? C'est la déclaration par l'empereur, une déclaration, pour ainsi dire, scandaleuse, déclaration de l'empereur qui annonce que dorénavant, il n'y aura pas une seule et unique religion dans l'Empire, c'est-à-dire les dieux romains, mais que toutes les religions seront permises. Eh bien, les historiens croient que la personne qui l'a influencé pour faire cette déclaration, c'était Hélène, sa mère, et elle s'est révélée une grande chrétienne de l'époque, puisqu'elle s'est rendue sur les lieux de la Terre Sainte. C'est elle qui a fait construire le Saint-Sépulcre qu'on visite encore de nos jours, et elle aurait rapporté de Terre Sainte des reliques comme le bois de la Sainte-Croix que l'on voit ici. Bon, on a fait examiner par des scientifiques ce bois. Ils ont attesté qu'il appartient à une espèce d'arbre qui poussait bel et bien en Palestine, mais ils n'ont pas attesté son ancienneté. Voilà. Pardon, je vais revenir un peu en arrière. Un autre bien, donc, maintenant, il nous faut regarder le tunnel, le pont et la muraille. C'est là que nous en sommes. Toujours en considérant l'ensemble architectural qui illustre des périodes significatives de l'histoire. Eh bien, vous avez un tunnel, mais c'est un tunnel naturel qui n'est pas l'œuvre de l'homme, mais qui est un passage pas obligé, mais très anciennement emprunté par ceux qui vont de Irun vers Vitoria et vers Calzada, vers Santo Domingo de la Calzada. Donc, c'est le tunnel qu'on appelle San Andrian, où il y a cet ermitage qui est là et que l'on a classé au patrimoine mondial. Donc, vous avez ici l'autre sortie de ce tunnel. Donc, ça évitait de passer par la montagne et on l'a inclus dans les biens, les 16 structures dont je vous parlais. Et puis, vous avez un pont, le pont de Brianas de Haro, donc, qui, lui, va être très important dans le développement du Camino Frances. Parce que je vous l'ai dit, au début, c'est le Primitivo. Ensuite, la circulation se fait par la mer, par l'Atlantique, la partie qui donne sur le nord de l'Espagne. Progressivement, les communautés se développent, les villes apparaissent, les chemins réunissent par voie terrestre ces villes-là. Et vous avez une voie qui se développe de Irun vers ce qui est maintenant le Camino Frances, vers Santo Domingo de la Calzada. Donc, le développement du Camino Frances va suivre le développement des chemins du Nord. Le développement des chemins du Nord précède donc le développement du Camino Frances et un des facteurs de développement, eh bien, ça va être le passage facilité du cours d'eau ici par la construction de ce pont au 11e siècle. Et enfin, les murailles, eh bien, ce sont les murailles de Lugo, des murailles, les plus belles murailles romaines au monde, sans aucun doute, c'est les mieux conservées. Et donc, on les a introduits à l'intérieur des 16 structures, mais en même temps, il faut savoir que les murailles de Lugo sont également classées au patrimoine mondial, indépendamment des chemins du nord de l'Espagne. Donc, on peut dire que les murailles apparaissent 2 fois au patrimoine mondial, une fois à titre propre et une fois associée au chemin du nord de l'Espagne. Donc, un ensemble architectural de 16 éléments. Maintenant, un ensemble technologique. La chaussée elle-même est prise en considération pour montrer l'importance, pour illustrer, pardon,
l'importance des périodes significatives attribuées à ce bien. La chaussée, au total, pour les 4 chemins du nord de l'Espagne, ça représente 1499 kilomètres. Donc, c'est quand même considérable. Pour une part, je me répète, ce sont d'anciennes voies romaines et l'Espagne a exposé d'une façon fort intéressante et à mon avis extrêmement pertinente la valeur historique de cette chaussée. 60% de la chaussée actuellement définie quand on calcule tous les kilomètres et qu'on fait le tracé de ces chemins, 60% a une valeur historique. J'ai interrogé le Consejo Jacobeo à ce sujet. Je leur ai demandé, quand vous dites valeur historique, est-ce que vous voulez signifier que ça remonte à plus d'1 siècle, plus de 2 siècles, plus de 5 siècles? Je n'ai pas eu réponse. Mais j'interprète l'ensemble des documents comme signifiant que oui, c'est antérieur au développement de routes modernes. Donc, je pense qu'il faut comprendre par historique ici des chemins qui sont antérieurs au développement de routes modernes. À ce 60% historique s'ajoute presque 30% qui sont les anciens chemins convertis en routes modernes, mais en empruntant le même tracé. Alors ça, c'est fréquent sur les chemins de Compostelle en Espagne. Par exemple, ceux qui ont fait le Camino Frances. Quand nous quittons Léon, que nous passons par Virgen del Camino, ensuite nous avons un 20 à 30 kilomètres de lignes presque droites qui passent par San Miguel et qui vont nous conduire à Hospital de Orbigo. Eh bien, ce chemin-là, que beaucoup de pèlerins n'aiment pas tellement parce que c'est maintenant la nationale, si ma mémoire est bonne, 260 qui passe là, eh bien, c'est l'ancien chemin romain. Et c'est l'ancien chemin historique du Camino Frances qui a été revêtu d'asphalte. Donc, dans le cas des biens de la chaussée que représente l'ensemble des 4 chemins de Saint-Jacques dans le nord de l'Espagne, 30% sont de ces anciens chemins convertis en route principale en utilisant le même tracé. Donc, on peut dire que pratiquement 90% de ces chemins-là, des 4 chemins du nord de l'Espagne, ont une valeur historique solide. Et vous voyez le problème pour lequel en France, on n'a pas pu classer des chemins, mais des monuments qui représentent l'ensemble de chemins, c'est qu'on n'a pas été capable d'établir que tel et tel chemin avait un caractère véritablement historique. D'ailleurs, on sait par exemple qu'un chemin comme le chemin du Puy-en-Velay a été en grande partie développé au début des années 50 par la Fédération française des chemins de grande randonnée. Donc, on n'est pas sur... ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur des chemins anciens, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable d'établir de façon historique, selon les règles et les canons de la science historique, que ces chemins passaient par là. Tandis que pour le nord de l'Espagne, ah oui, on arrive à une valeur de près de 90%. Et l'autre 10%, eh bien, là, ce sont des nouveaux tracés qui, selon les études faites par l'Espagne, ne correspondent pas aux chemins qui étaient anciens, soit parce qu'on a construit une autoroute, soit pour différentes raisons. Donc, 10% seraient véritablement de nouveaux tracés. C'est très intéressant cette analyse que l'Espagne a fait parce que ça lui permet d'assumer son devoir de conservation. Quand un bien est inscrit au patrimoine mondial, à la demande d'un État membre et signataire de la Convention, eh bien, ça comporte dans la demande même la reconnaissance de l'obligation de conserver le bien.
de l'entretenir, de le conserver pour le transmettre à des générations futures. Eh bien, quand on en connaît la valeur historique, là, c'est beaucoup plus facile de le conserver. D'autant plus que dans ce cas-ci, on a ajouté une zone tampon. Qu'est-ce que c'est qu'une zone tampon? C'est une disposition prévue par l'UNESCO. On peut, pour préserver un bien, non seulement classer le bien, mais établir autour du bien un périmètre inviolable qui garantit en quelque sorte la conservation de ce bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va, pour les chemins du nord de l'Espagne, déterminer que pour les zones rurales, donc celles qui sont dans la campagne, de chaque côté de la voie, de la chaussée constituant le chemin comme tel, eh bien, il y aura un 30 mètres qui est en quelque sorte inviolable. Donc, au total, 60 mètres. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas aller modifier l'aspect de ce territoire-là. On va le conserver tel quel. Ça fait partie de l'engagement que prend l'Espagne. Dans les zones urbaines, là, c'est variable, c'est différent. En Cantabrie, vous savez comment est constituée constitutionnellement l'Espagne. C'est un peu comme le Canada, si vous voulez. Il y a des régions qui ont de l'autonomie et il y a un pouvoir central. Eh bien, ici, c'est sous l'autonomie des régions que les choses se passent. Eh bien, la Cantabrie, qui est une de ces régions, elle a déterminé qu'en zone urbaine, c'est 3 mètres. Mais remarquez bien que si le village, si le chemin franchit un village, eh bien, 3 mètres, ça vous mène, disons, si c'est le salon qui est en avant de la maison, pour faire image, eh bien, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous ne pouvez pas modifier parce que ça va comprendre les façades. Donc, ça garantit aussi, même à 3 mètres, un grand taux de conservation probable. Dans le Pays basque, c'est 15 mètres. Dans le Rioja et dans les Asturies, 30 mètres. Et quand il s'agit d'un monument, je vous les ai présentés, les 16 monuments, et bien là, ces zones tampons varient beaucoup. Donc, nous avons vu un ensemble architectural, 16 monuments ou structures. Nous avons vu, du point de vue technologique, la chaussée, comment elle est historiquement constituée et protégée. Maintenant, des paysages. Offrir un ensemble de paysages illustrant cette période. Alors, voici, nous en sommes là à les paysages. Il y en a de 2 types, des paysages. Il y a les paysages culturels, c'est-à-dire ceux qui apparaissent comme vus d'ensemble, mais qui ont été construits par l'homme, en quelque sorte, qui ont été partiellement modifiés par l'homme. Donc, ils portent le nom de paysage culturel. C'est une notion qui est propre à la Convention du patrimoine mondial et à la façon de procéder de l'UNESCO. Et d'autres paysages sont des paysages naturels. Alors, voyons les paysages, quelques exemples de paysages culturels que j'ai retenus des chemins que j'ai faits dans le nord de l'Espagne. J'ai fait le Camino del Norte, c'est-à-dire de la Costa, et le Primitivo. Alors ici, vous êtes dans un petit village au début, dans le Pays basque, au début du Camino de la Costa, qui s'appelle Errenteria. Errenteria, vous voyez une architecture particulière, très bien conservée. Donc, voilà, un paysage qui est culturel. Et en plus, vous avez un autre élément culturel très actuel qui est important, c'est que vous avez les couleurs du mouvement nationaliste basque qui sont affichées partout. Donc, vous avez là 2 éléments d'un paysage culturel significatif. Un paysage culturel parmi mes préférés. Quand on approche de San Sebastián sur le Camino del Norte, des hauteurs, on aperçoit ceci. Alors, on aperçoit la plage, donc paysage, pour ainsi dire, naturel, non construit par l'homme. On appelle cette plage, à cause de sa forme, la concha, c'est-à-dire la coquille, et vous avez la ville
et la promenade le long de la plage qui complète ce paysage-là, paysage culturel. Et d'ailleurs, on emprunte, le chemin passe par la plage. Bon, moi, j'étais au mois de mai. J'imagine que le 15 de juillet ou le 10 août, en passant par là, ça doit être bondé de touristes qui passent leurs vacances sur la plage. Mais le chemin passe littéralement par la plage. Et si vous avez, toujours dans le Pays basque, le port de mer. Donc, cette fois-ci, vous avez un port de mer transformé actuellement beaucoup plus en marina ici, mais c'est le vieux port de mer. C'est encore un paysage magnifique de ce chemin. Vous avez dans le paysage culturel, en Pays basque, Guernica. Alors là, c'est un paysage qui est reconstitué. Vous connaissez sans doute le drame de Guernica. En 1936, quand Franco s'apprêtait à devenir pour 40 ans le dictateur de l'Espagne, il a conclu un pacte avec Adolf Hitler et les nazis en ont profité pour tester leur capacité de bombarder une ville à partir de la haute altitude. Alors, il y avait de réunis à Guernica des opposants républicains à la dictature montante et il a fait bombarder et raser la ville, ainsi de suite. D'ailleurs, les résistants républicains, je les ai retrouvés sur un autre chemin à Mauthausen, sur le chemin de Saint-Jacques en Autriche. 7000 républicains ont été déportés parmi les prisonniers politiques, parmi les 84 000 prisonniers politiques qui sont morts dans le camp de Mauthausen sur le chemin de Saint-Jacques autrichien. Et donc, c'est des lieux où on a un devoir de mémoire. Hein? Pays basque, paysage culturel, la vieille ville, je vous ai montré tout à l'heure la cathédrale qui émerge dans cela. Donc, c'est vraiment l'image d'une vieille ville qu'on appelle au fond une vieille ville gothique, une vieille ville qui nous remonte à des tracés de rue qui sont littéralement de ce qu'on appelle le Moyen Âge, le Haut Moyen Âge. On peut se figurer un peu comment les habitants se déplaçaient, coincés, entre guillemets, à l'intérieur de leurs murailles et édifiant de plus en plus en hauteur leur construction. C'est la même chose pour Barcelone, qui finalement a eu l'autorisation de détruire ses murailles seulement au 19e siècle. Et ici, vous avez un autre paysage urbain, Portugalete, et puis parfois sur le chemin, comme ici près de Islares, eh bien, le chemin emprunte un tracé nouveau. Voilà un bout de chemin qui doit être dans le 10% de tracé nouveau, en dehors des autres chemins, un paysage très différent. Vous avez ici en Cantabrie l'arrêt d'eau, très, très, très particulier. Encore une plage en forme de coquille, mais qui aboutit à une rivière où nous attend pour la traverser vers Santona un bac et on monte, les pèlerins, on monte à bord et comme au Moyen Âge, on a un passeur qui nous permet d'atteindre l'autre rive. Sinon, il faudrait faire un détour, je crois, d'une vingtaine de kilomètres pour être capable de rejoindre un endroit où il est possible de traverser cette rivière qui vient se jeter dans l'Atlantique. Et vous savez qu'une des représentations de Saint-Jacques, c'est le passeur. Elle est rare de nos jours, cette représentation-là, mais au Moyen Âge, c'était une représentation beaucoup plus répandue. Saint-Jacques, le passeur, celui qui fait passer les âmes de ce monde vers l'autre monde. Alors, il y a donc un Saint-Jacques apôtre, un Saint-Jacques pèlerin, un Saint-Jacques matamor et un Saint-Jacques passeur. Ici, vous avez une ancienne porte, des anciennes murailles de San Vicente de la Barquera, donc un autre type de paysage urbain. Et puis, ce bourg, ce hameau, encore la Concha, ce hameau de la Concha en Cantabrie. Et puis, vous avez aussi dans le paysage les Oreos, mais
ils sont différents ici en Asturie. Ils sont différents des oréos rectangulaires que l'on trouve en Galice. Eux, ils sont carrés, et beaucoup plus élevés et avec le plus souvent une galerie qui permet de passer d'une partie du grenier à grains à une autre partie du grenier à grains. Et on a bien raison de les conserver. Ils sont la plupart maintenant recensés et ils font partie non pas de la définition comme telle du bien Camino del Norte, mais le patrimoine ne se réduit pas à sa dimension patrimoine mondial. Il y a aussi un patrimoine local qui est d'une grande valeur et les Oréos font partie de cela. Et puis, dans le paysage urbain, il y a aussi parfois les fêtes. Comme ici. Bon, alors, vous y arrivez le jour où ça a lieu. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé, c'est tout. Mais il y a tellement de fêtes en Espagne encore de nos jours, de fiestas, etc. Eh bien, cette fois-là, je suis arrivé à Villa Viciosa, dans les Asturies. C'était la fête Dieu, une tradition vivante. Et puis, vous avez dans les paysages aussi, comme encore en Asturie, à Pola de Allende. Donc, c'est une maison dont certaines sont en partie suspendues. On dit colgada. Il y en a d'ailleurs qui sont classées au patrimoine mondial, des colgadas, celle de Cuenca en Espagne. Eh bien voilà, un autre type de paysage. Et ensuite, un autre paysage culturel. On peut penser que c'est un lac. Non, ce n'est pas un lac. C'est la retenue du barrage de Grandas de Salimé. Donc, on a créé ce paysage en créant le barrage et en créant sa retenue. Donc, on a vu des paysages culturels, maintenant des paysages naturels, et après ça, on prendra une pause. Eh bien là, c'est la fête. C'est la fête à la condition qu'il y ait beau temps, car si le ciel est couvert, car s'il pleut, car si la mer et le ciel se confondent dans la tempête, vous n'en verrez rien. Mais j'ai été choyé, puisque de la frontière franco-espagnole jusqu'à Oviedo, je n'ai pas eu une seule goutte de pluie quand j'ai fait ce chemin. Alors, vous voyez ici un chemin qui descend le long du muret et il remonte de l'autre côté ici. Il remonte. Et là, on va de cap en mer et de mer en cap pendant de nombreux kilomètres. Il y a deux tracés en passant pour le Camino del Norte. Il y a un tracé par l'intérieur, au fond par la route, et un tracé par les caps. Alors, il va sans dire que si vous voulez bénéficier au maximum des paysages naturels, des caps, etc., ici, c'est près des bas, encore les caps. Vous voyez, ils se succèdent de très loin, etc., etc. Donc, c'est vraiment de magnifiques paysages. Des plages ou des estuaires de rivières, comme ici. Le chemin qui longe carrément la côte, aménagé en conséquence. Alors voilà, un banc comme une grâce qui permet de se reposer. Et puis, c'est bien démontré en psychologie moderne, le contact avec la grande nature est porteur d'un grand bien-être mental. Alors, encore près de Islares, il n'y a pas juste les autoroutes, comme je vous ai montré tout à l'heure, près de Islares, mais il y a aussi l'accès à la mer et les pèlerins qui peuvent, c'est à peu près les seuls que j'ai rencontrés quand j'ai fait en 2010 mon Camino del Norte, mais les pèlerins qui vont ainsi. Et encore une fois, près de Santander, le passage par la plage et parfois près de Vega des Pendueles, là vous avez comme une calanque, un ensemble pas de fjords, mais de criques qui se défilent les unes après les autres, parfois de petites plages qui semblent encore sauvages, avec un tout petit chemin qui permet d'y accéder. Donc, de nombreux paysages. Et puis, après avoir quitté la mer, à un moment donné, le chemin, pour ceux qui bifurquent vers le Primitivo, eh bien, ce sera la montagne maintenant. Donc, ce seront des paysages de montagne avec les prés, les collines et les montagnes qui semblent ici interdire aux nuages de baisser plus bas que leur sommet. Et puis, les sommets enneigés, des pics
donc des Europa, etc., qui bloquent la traversée entre le nord et le centre de l'Espagne, obligeant les pèlerins à emprunter des chemins différents. Donc, voilà. Et puis, arrivé au Camino Primitivo, ben là, j'ai eu 8 jours consécutifs de pluie intense. Donc, une éclaircie comme celle-ci, dans les hauteurs, El Alto de Pola, c'est une grande bénédiction où on dit, oui, je pense que je suis maintenant capable d'imaginer la beauté de ces terres d'Asturie, de ces montagnes qu'on franchit, parfois des pinèdes, parfois le chemin se fait sentier, donc c'est vraiment remarquable, ou encore une bande très étroite de chemin qui s'en va. On a quitté la mer, on arrive dans les forêts, eh bien, il pleut, mais c'est un très beau chemin. Et parfois, voilà, comme ici, passé Lugo, le chemin qui carrément passe sur les vieilles dalles romaines. Donc, cette fois-ci, on retrouve un paysage culturel. Autre monument inscrit sur la liste du patrimoine, situé sur des chemins de Compostelle. Donc, on peut enrichir son chemin par une attention que l'on porte à un certain nombre d'autres biens. Alors, je commence par ce qui est dans le nord de l'Espagne, comme si on ne quittait pas. Eh bien là, vous avez une inscription qui s'appelle Monument d'Oviedo et du Royaume des Asturies. Ça a été inscrit en 1985 et on a fait une extension en 1998. Alors, ces 4 ensembles monastiques, tous pré-romans, de style pré-roman, plus une structure hydrologique, mais la structure hydrologique, je ne vais pas plus loin, c'est simplement une fontaine où on peut s'abreuver. Eh bien, ils sont classés parce qu'ils sont les témoins de l'importance du petit royaume chrétien au moment de gloire de l'ensemble de l'émirat de Cordoue, au moment où presque toute l'Espagne était musulmane. Alors, je vous donne rapidement, je passe rapidement, Santa Maria de Naranco, regardez bien, construit en 842-850. Regardez l'éclairage qu'il y a. Il y a comme ce qu'on appelle un narthex, une entrée extérieure ici, où oui, il y a de la lumière, mais dès que vous êtes à l'intérieur, pas grand-chose. Voilà l'entrée sur le portique, finalement. Et ici, ben, c'est encore plus évident quand vous êtes à San Miguel de Lillo, 9e siècle également. Eh bien là, il y a la pénombre à l'intérieur. Et même chose pour San Cristiana de Lena, vers 850. Et ou encore San Julián de los Prados, c'est-à-dire Saint-Julien-des-Prés, construit sous Alphonse II pendant son règne. Alors, regardez le caractère massif de l'édifice. Ce sont tous de petits édifices parce que c'était de petites communautés qui peuplaient la région. Vous avez également sur la liste indicative de l'Espagne l'église encore San Salvador de Val de Dios, de la vallée de Dieu, si vous voulez. C'est inscrit sur cette liste qu'on appelle indicative en 2017. C'est quoi ça, la liste indicative? C'est la liste que chaque pays a été invité à compléter en inscrivant des biens qu'ils ont l'intention de proposer comme inscription au patrimoine mondial. Donc, l'église San Salvador de Val de Dios, elle est en attente, si vous voulez. Et ce qui est remarquable, c'est que peut-être certains d'entre vous qui ont fait le Norte, peut-être que vous avez couché au monastère San Salvador de Val de Dios, mais il ne faut pas confondre le monastère, qui lui est de style roman, avec l'église qui est derrière le monastère, et c'est ce bâtiment-là que l'on veut éventuellement classer. Alors, là, voici cette église Saint-Sauveur de la vallée de Dieu. Et puis, vous avez d'autres biens sur les chemins du nord de l'Espagne, comme la grotte d'Altamira, pour son art rupestre paléolithique. On est là, quand on entre à l'intérieur de ces grottes-là, ou des grottes qui ont été reconstituées pour les reproduire, dans un univers où on était il y a de 15 à 18 000 ans.
Bon, alors voici ici, j'ai une photo qui n'est pas la mienne, celle-là, c'est pas la mienne, une photo de Sylvie Dion qui m'a remise et qu'elle a prise au moment où on pouvait entrer à l'intérieur des anciennes grottes. Donc, c'est un univers sacré, c'est un univers où il se déroulait des rituels de magie pour s'assurer de la puissance des forces occultes, des forces de la nature, représentées ici par le taureau. Voilà. Donc, vous avez aussi un autre bien. Donc là, on passe à deux, le pont Vizcaya à Portugalete. Il est inscrit au patrimoine mondial. Et pourquoi il est inscrit? Parce que c'est l'exemple parfait d'un type de pont qui existe à de nombreuses reprises dans le monde, qu'on appelle les ponts transbordeurs, où on n'a pas un tablier qui va d'une rive à l'autre, mais seulement une portion, une section de tablier qui, elle, se déplace à partir de systèmes de poulies et de câbles qui suivent un rail qui est dans les hauteurs. Donc, on peut traverser en automobile, on peut traverser à pied. À l'origine, c'était la force des chevaux qui tirait la nacelle. Par suite, ça a été la vapeur et maintenant, tout cela fonctionne par ordinateur. Et troisièmement, les remparts romains de Lugo, j'en ai parlé tout à l'heure, sont également sur ces chemins-là. Ici, on a une meilleure prise de vue. C'est mon fils qui était venu me rejoindre à Santander pour faire les 500 derniers kilomètres. Mais c'est pierre sur pierre, pierre sèche, comme on dit. Il n'y a pas de mortier pour tenir cela. Et ça fait 2000 ans que c'est debout. Sur le Camino Frances maintenant, il y a deux monastères qui sont vraiment intéressants et qu'on peut visiter très bien entre Azofra et Nájera. Quand on va vers Compostelle, à Nájera, on a des indications qui nous disent San Millán de Yuso et Suso, San Millán de Yuso et Suso. Au fond, c'est comme une variante et qui nous permet d'aller retrouver le Camino Frances à Azofra. Eh bien, ces deux monastères-là, ils sont très significatifs dans l'histoire de l'Espagne. Premièrement, ici, vous avez Yuso, qui veut dire en bas, et c'est le monastère le plus récent, achevé dans sa forme que vous voyez là au XVIIe siècle. Eh bien, c'est là que se trouve le premier manuscrit écrit véritablement en langue espagnole. Donc, c'est pour ainsi dire un lieu où a été comme fondé ou structuré dans ses débuts la langue espagnole, un peu comme Chaucer en Angleterre va quitter le latin et être le premier à écrire en langue anglaise, ancienne, parce que pour lire Chaucer de nos jours, il faut lire une traduction. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Chaucer, en premier? Eh bien, il a écrit les contes de Canterbury, c'est-à-dire des récits de pèlerinage, parce qu'on est dans une culture de pèlerinage européenne, culture européenne de pèlerinage. Et ici, vous avez San Millán de la Cogolla en haut. Eh bien, ce Milan, ce Saint Milan, il a vécu au 5e siècle et c'est un vieux lieu de pèlerinage et son corps, il repose à l'intérieur de structures creusées dans le roc. Donc, San Millán, c'est un des premiers biens qu'on peut aller visiter sur le Camino Frances. Et puis, quand vous approchez de Burgos, là, vous arrivez à Atapuerca. Donc, sans doute plusieurs parmi vous qui ont couché à Atapuerca, c'est après Ages. Donc, vous avez Ages, vous avez avant ça San Juan de Ortega. Si vous passez le village de Ages et de San Juan de Ortega, vous arrivez à Atapuerca. Là, il y a la Trinchera del Ferrocarril, c'est la tranchée du chemin de fer. Mais en réalité, c'est un lieu où on a découvert 5 espèces d'homos qui sont passés par ici
et dont l'espèce la plus ancienne remonte à 1,2 million d'années. Donc, ce sont de très vieux cousins et ça nous dit qu'on marchait ici il y a fort longtemps. Donc, pas de sapiens sapiens. Bon, il y en a un que vous voyez sur la photo, là, un peu bizarre, là, mais des cousins de 5 des 13 autres espèces d'Homo, si on exclut l'Homo sapiens. Et vous trouverez à Burgos, 18 kilomètres plus loin, un magnifique musée qui est très récent, le Museo de la Evolución, qui, lui, vous présente l'ensemble de la problématique de l'évolution, non seulement à partir de ce qu'on a trouvé à Atapuerca, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, c'est une magnifique façon de prendre le chemin qui va nous conduire des chimpanzés et des autres primates vers l'espèce humaine que nous sommes. Vous avez également Burgos, la cathédrale, qui est nommément inscrite au patrimoine mondial. C'est un chef-d'œuvre de ce qu'on appelle le gothique fleuri. Donc, et elle réalise un exploit absolument extraordinaire de construire une cathédrale sur une pente, parce que, voyez-vous, ici, on est dans les hauteurs et si on descend, eh bien, on poursuit le parcours de la cathédrale et de son cloître. Si vous allez visiter la cathédrale de Burgos, vous aurez le droit à une bande audio en français. Il faut vous prévoyer 2h30 pour faire l'entièreté de la visite en suivant la bande audio. Et donc, c'est un bien d'une grande valeur. L'intérieur, c'est un véritable musée. Si vous regardez la Via de la Plata, là, vous avez Séville même, sa cathédrale, l'Alcazar, c'est-à-dire l'ancien palais du calife de Séville, et puis un bâtiment qu'on appelle, qui contient les archives des Indes, c'est-à-dire les archives non pas des Indes en Asie, mais des Indes en Amérique, parce qu'on croyait avoir découvert la route vers les Indes quand on a découvert l'Amérique. Donc, la cathédrale, elle est tout à fait particulière. C'est la plus grande cathédrale gothique d'Europe. Elle contient, entre autres, le tombeau de Christophe Colomb. Et le clocher que vous voyez là n'est pas un clocher, c'est l'ancien minaret. C'est l'ancien minaret de l'ancienne mosquée qui a été détruite pour faire place à la cathédrale. On peut monter à l'intérieur de ce minaret, de ce clocher maintenant, et là on aperçoit le patio de las Naranjas, la cour des orangers, qui est un vestige aussi de la mosquée de Séville, et toujours des hauteurs de la Giralda, ainsi que s'appelle ce minaret. Et bien là, vous apercevez le palais ici du calife, qui est l'Alcazar. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez cette finesse de décoration très typique de ces Alcazars, dont le plus célèbre est sans doute l'Alhambra à Grenada. Et puis, vous avez les archives des Indes qui ont toutes été réunis dans ce bâtiment qui date de 1734. Et puis, sur la Plata, toujours, quand vous quittez Séville, eh bien là, vous rencontrerez Mérida. Mérida, c'était une ville romaine majeure en Espagne. Vous savez que 2 empereurs romains parmi les plus importants sont nés en Espagne, Trajan et Adrien. Mérida, donc, conserve de magnifiques monuments romains, comme ici le théâtre romain, dédié à l'empereur Auguste, ou comme ici, les vestiges de l'aqueduc de Mérida, ou comme ces magnifiques planchers en mosaïque d'anciennes villas romaines de Mérida. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Si vous poursuivez, vous allez avoir une autre ville, la ville de Cáceres, qui est inscrite aussi au patrimoine mondial. Alors, voici la grande place de la ville de Cáceres et voici ici l'entrée vers la vieille ville. Je suis arrivé un samedi. Le lendemain, c'était le dimanche des Rameaux. J'ai passé ma journée, j'ai décidé de ne pas marcher, de suivre les célébrations de la fête des Rameaux. Il y avait ces enfants qui portent les palmes et qui nous rappellent l'introduction de l'ancienne
qui introduit l'office du dimanche des rameaux, Pueri Hebreorum portantes olivarum, les enfants des Hébreux portaient des palmes. Les voilà, ils ne sont plus dans ce qu'on appelle la Palestine, ils sont maintenant à Cacérès. Et vous verrez défiler les ordres religieux du matin au soir, ils vont défiler. Ici, vous voyez le grand maître de quel ordre? Regardez ce qu'il porte. C'est le grand maître de la Confredaria de Santiago. Il porte la croix de Santiago, un poignard rouge. Voilà. Et puis, vous voyez défiler l'ordre de Santiago. Chacun porte fièrement la croix de Santiago. Donc, des événements culturels qui vous arrivent comme ça dans des lieux inscrits au patrimoine mondial, c'est, comme on dit, une survalorisation du lieu. Une troisième ville inscrite au patrimoine mondial sur ce chemin, Salamanque. Ici, j'ai séjourné à Salamanque. C'est une très belle ville. J'ai passé plusieurs mois aux études à l'Université de Salamanque. Ici, vous avez le pont romain. Donc, on a une structure vieille de 2000 ans, grosso modo. 16 des 25 arches pardon, 19 des 25 arches d'origine sont toujours là. 6 ont été emportées au 19e siècle par une crue et reconstruites à l'identique. Et derrière, ici, ce que vous voyez, je reviens, c'est les deux cathédrales. Ici, c'est la cathédrale romane, adossée à la cathédrale gothique. Donc, Salamanque est une ville à double cathédrale et la ville possède la plus belle place d'Europe, la Plaza Mayor de Salamanca. C'est vraiment magnifique. Elle est d'un classicisme remarquable. Elle est de toute beauté. Et puis, vous avez plein de monuments. J'en ai retenu un seul. Ici, c'est le monastère San Esteban, Saint-Étienne. C'est pourquoi je l'ai retenu. Parce que Christophe Colomb, qui est un Italien ou un Génois, pour être plus précis, parce que l'Italie n'était pas constituée comme elle l'est actuellement. C'est une création de 1870, l'Italie. Mais Christophe Colomb, qui n'avait pas pu convaincre les siens de soutenir financièrement son projet, il est allé au Portugal. Il a essayé de convaincre la couronne portugaise de financer son voyage vers l'ouest. Il voulait trouver une nouvelle route pour les Indes. Il était géographe, Colomb. Il savait de ce dont il parlait. Ça n'a pas fonctionné au Portugal. Il est venu à la cour d'Espagne rencontrer Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Il n'a pas eu beaucoup plus de succès. Il s'est réfugié ici, dans ce monastère, San Esteban. Et là, les dominicains qui l'ont reçu l'ont interrogé sur son projet. Ils ont rédigé un rapport qu'on retrouve dans les archives dont je vous montrais l'édifice tout à l'heure. Ils ont rédigé un rapport favorable. Ils ont convaincu la couronne de financer le projet de Colomb et c'est comme ça qu'il est parti vers des nouvelles terres au nom des rois catholiques d'Espagne. C'est comme ça que la grande partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud deviendront des terres hispaniques finalement. Donc, c'est un lieu important pour d'autres raisons aussi, mais particulièrement pour celui-là. Si nous venons en France, eh bien là, le chemin de Tours d'abord. Eh bien là, vous avez Paris, les rives de la Seine, inscrit au patrimoine mondial en 1991. Et là, c'est le feu d'artifice. Hein. Il y a au moins 16 lieux particuliers, en plus des rives de la Seine, qui sont inscrits sous ce titre. Je fais le tour de quelques-unes. D'abord, cette photo aérienne, qui n'est pas la mienne. C'est une des rares photos dans ce que je vous présente qui n'est pas à moi, mais qui illustre très bien la valeur historique et la valeur architecturale. Donc, vous avez la Seine ici. On regarde vers l'ouest de Paris. Vous avez ici le Louvre avec, premièrement, sa cour carrée, qui est la partie la plus ancienne, l'aile Lescaut, qui date de tout début du Louvre. Le Louvre, c'est 800 ans d'histoire. Et ensuite, la cour derrière Napoléon, avec un ajout du 20e siècle
qui est la pyramide du Louvre. Ici, vous aviez autrefois le palais des Tuileries, qui a été incendié lors de la Commune de Paris et qui a été détruit, et qui donne maintenant l'ouverture de la cour Napoléon sur les jardins des Tuileries, avec en introduction ici l'arc du Carrousel, puis ensuite les Tuileries, puis ensuite la place de la Concorde, puis ensuite l'Arc de Triomphe, puis ensuite Neuilly, dans une perspective extraordinaire. Vous avez un monument que j'aime bien parce qu'il fait partie des anecdotes de l'histoire et ça ajoute à sa valeur architecturale indéniable. Alors, c'est l'œuvre de Soufflot, un architecte français. Ça s'appelle le Panthéon, mais ça devait être une église. Hein? En 1764, le roi Louis XV est à Metz, il est malade, et il tombe malade là-bas, mais il guérit. Un roi qui est nécessairement roi d'autorité divine, ne peut être guéri que par une intervention divine. Il promet en conséquence que de retour à Paris, il va aider les moniales de Sainte-Geneviève, dont l'église est presque en ruine. Mais arrivé à Paris, il oublie sa promesse. Bon, la supérieure de Sainte-Geneviève, de la communauté, le rappelle à l'ordre. Sire, sire, vous avez fait une promesse. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Les finances de l'État sont en mauvais état, c'est le cas de le dire. La Pompadour s'en mêle. Elle connaît Soufflot, un jeune architecte. Et puis, ils vont lancer la première des lotos. Ils vont faire tirer par l'aristocratie des biens meubles pour financer le projet. Mais ça sera prêt 25 ans plus tard. 1764 plus 25, 1789, l'année de la Révolution. C'est pas une bonne année pour inaugurer une église. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, on verra. Eh bien, dans la Révolution, il y a un premier glorieux qui meurt, c'est Marat. Qu'est-ce qu'on fait avec Marat? Eh bien, il est mort assassiné. Eh bien, tiens, pourquoi on ne le mettrait pas à Sainte-Geneviève? Mais alors, on va en faire un temple profane. On va l'appeler le Panthéon. Et à la frise ici apparaît aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Eh bien, Marat, il ne restera pas là très longtemps parce qu'on va découvrir qu'il jouait double jeu, qu'il était à la fois pour la Révolution et contre la Révolution. Alors, on va le sortir de là, on va lancer son corps dans la Seine et on ne sait plus du tout qu'est-ce qui est arrivé à des restes de Marat. Eh bien, il y a des grands hommes qui vont effectivement apparaître ici, comme Victor Hugo, et quelques femmes. Récemment, mais très peu de femmes, mais récemment, Macron, le président, qui est la seule autorité qui peut permettre à une personne de passer pour l'éternité par le Panthéon, a accordé à Simone Veil la gloire d'être inhumée au Panthéon. Donc, voilà où on en est. Donc, un Panthéon qui devait être une église, et voici les coupoles du Panthéon. C'est vraiment magnifique. C'est un magnifique édifice. Vous avez le Panthéon de Rome, qui est extraordinaire aussi, qui est, à mon avis, le plus bel édifice de Rome, le plus bel édifice romain. Et bien là, vous avez aussi à Paris, cette fois-ci, un temple qui devait être à la gloire des grandes armées, mais qui, lui, est devenu une église et qui fait partie du patrimoine mondial aussi. Alors, c'est la Madeleine, avec un magnifique, ici, fronton de type classique et une représentation en conséquence. Et puis, vous avez ici un palais qui avait été conçu en 1722 pour la fille de Madame de Montespan. C'était la maîtresse de Louis XIV. On a légitimé la fille, donc on l'a comme ennoblie. Eh bien, il lui fallait un petit palais à Paris, pas très loin de Versailles, et ça a été le palais Bourbon, construit pour la fille de Montespan. Eh bien, oubliez la reine, oubliez les petits princes. Il y a eu la Révolution depuis ce temps-là et c'est devenu le siège de l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Renversement de situation, un palais qui devait être royal est devenu le palais du peuple, celui de l'Assemblée nationale. L'église qui devait être une église est devenue un temple profane. Le temple profane est devenu une église, ainsi de suite. J'ai choisi cet angle pour traiter de Paris, les rives de la Seine. Il y en a de nombreux autres.
Bordeaux, port de la Lune, quand vous descendez le chemin de Tours, vous passerez par Bordeaux. Alors, voici un peu la Lune, c'est-à-dire le crochet que la Garonne fait. Avec le pont Napoléon, jusqu'à Napoléon, il n'y avait aucun moyen de traverser par pont la Garonne à la hauteur de Bordeaux. Et puis, vous avez ce Bordeaux au patrimoine mondial, port de la Lune, entre autres pour la réussite des façades classiques qu'au 18e siècle, on va doter la ville avec la flèche de Saint-Michel qui domine la ville, une des 3 églises de Bordeaux inscrites au patrimoine mondial sous le titre Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, parce qu'on passait par là pour se rendre à Compostelle. Voici la tour de la grosse cloche. Elle est du 15e siècle. Eh bien, elle donne sur la rue Saint-James ou Saint-James ou Saint-Jacques. Et pourquoi elle donne sur la rue Saint-James? Eh bien, parce que Bordeaux, ça a appartenu, c'était terre anglaise pendant 250 ans. C'était terre anglaise à l'époque de la construction de la tour de la grosse cloche. C'était passé au royaume d'Angleterre. Je vous l'ai exprimé quand j'ai regardé avec vous Vézelay, quand Aliénor d'Aquitaine a vu son mariage avec le roi de France annulée pour consanguinité et qu'elle a ensuite épousé dans les semaines qui ont suivi Henri II, Plantagenet d'Angleterre, emmenant dans le bien anglais toute la région de l'Aquitaine, entre autres, donc la région de Bordeaux, donc Saint-James plutôt que Saint-Jacques. Arles, le chemin d'Arles, les monuments romains et les monuments romans, eh bien, voici les arènes romaines d'Arles. Et voici, vu de l'intérieur, les gradins des mêmes arènes romaines à Arles. Si vous passez par Arles, moi j'étais là au mois d'août, c'est très tranquille, mais si vous y allez en septembre, eh bien, c'est utilisé pour des représentations modernes. Il paraît que c'est vraiment extraordinaire de suivre des représentations modernes en pareil lieu. Donc, encore les arènes, voilà. Et à Arles aussi, l'endroit dont normalement on débute son chemin, qu'on appelle les Aliscamps. Hein. Les Aliscamps, c'est les Champs-Élysées. L'Élysée, c'est le lieu de séjour céleste dans la mythologie. C'est le lieu des jours célestes des morts glorieux. Donc, je ne sais pas si tous les présidents français qui habitent à l'Élysée le savent. J'imagine que oui. Les Champs-Élysées, c'est les lieux où, dans la mythologie, paradent les glorieux. C'est pour cela, d'ailleurs, que les Champs-Élysées, le 14 juillet, c'est l'armée qui défile, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la patrie. Et vous avez toujours à Arles, mais cette fois dans les monuments romans, Saint-Trophime, donc 12e siècle, la cathédrale de Arles, avec ici une représentation du Christ en majesté et du tétramorphe, c'est-à-dire les représentations des 4 apôtres tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse. Et ensuite, le canal du Midi, eh bien voilà, c'est sous Louis XIV. C'est Pierre-Paul Riquet, un ingénieur qui découvre comment on peut passer de l'Atlantique, de la Méditerranée à l'Atlantique. Il a découvert le point de renversement des eaux, le point où les eaux coulent dans les deux sens. Eh bien, il y a 360 km ce canal. Il comporte 328 ouvrages, des écluses, des aqueducs, des ponts, l'aménagement du paysage. L'aménagement du paysage que vous voyez ici, c'est un aménagement de paysage voulu par Riquet, sous Louis XIV quand il a construit le canal. Et vous voyez un petit pèlerin, je ne sais pas si vous le distinguez ici, qui circule et qui va son chemin. Ce petit pèlerin, certains d'entre vous le connaissent, c'est Gilles Ferragne, avec qui j'ai eu le bonheur de marcher sur ce chemin. Et puis, il y a aussi sur la liste indicative la Camargue qui est annoncée, donc qui devrait être inscrite au patrimoine mondial. Et c'est un territoire que franchit le chemin d'Arles. Et puis, si on regarde un dernier bien,
Il nous reste 3 minutes avant d'atteindre 21 heures, donc de terminer notre 2 heures. La ville fortifiée historique de Carcassonne, sur le chemin des Piémonts. Donc, elle est inscrite au patrimoine mondial. Alors, vous la voyez ici, la ville fortifiée en haut, à partir de la ville nouvelle. Vous la retrouvez sous l'autre côté. J'ai pris ma photo cette fois-ci à partir du vignoble qui domine l'espace médiéval en question. C'est une ville reconstruite par Viollet-le-Duc après étude. Vous voyez la cathédrale à l'intérieur ici des fortifications. Et puis, voilà, le château comtal de la ville fortifiée de Carcassonne, le chemin de garde, parce qu'il y a double protection dans cette ville fortifiée, et le soir venu, la tranquillité pour un pèlerin et une pèlerine. J'étais à ce moment-là avec Berthe, la tranquillité avant la nuit et avant la prochaine étape qui vient sur le chemin des Piémonts. Conclusion. Les chemins de Compostelle classés au patrimoine sont plus que de simples lieux de marche, n'est-ce pas? Je pense l'avoir assez bien démontré. Ils sont les témoins d'une culture de pèlerinage. Ce sont des lieux magnifiques de paysages physiques et culturels. Ils sont également les témoins d'idées ou de croyances fondatrices de valeurs européennes et donc occidentales. Je suis bien conscient de n'avoir procédé au fil de ces 3 soirées de conférence qu'à une initiation. Je vous formule donc quelques suggestions pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. D'abord, sur l'esprit et l'histoire du Moyen Âge. Il y a 2 auteurs qui dominent la liste, Georges Duby et Jacques Le Goff. Et si vous vous intéressez à l'iconographie médiévale, donc les surfaces qui illustrent, soit par la peinture, soit par la sculpture, l'auteur que je vous conseille, c'est Jérôme Bachelet. Sur le pèlerinage au Moyen Âge, il y a un ouvrage qui s'appelle précisément « Les pèlerinages au Moyen Âge » par Denise Péricard-Méa. C'est une historienne diplômée, une docteure en histoire. Elle a consacré toute sa vie à des recherches sur le pèlerinage ou les cultes de Saint-Jacques ou les pèlerinages à Saint-Jacques. En 82, elle a fait elle-même le pèlerinage. Donc, en 1982, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait le pèlerinage. Elle l'a fait à l'ancienne, c'est-à-dire à cheval. Et si vous vous intéressez à Compostelle et le patrimoine mondial, eh bien là, il faut aller sur le site de l'UNESCO, unesco.org.fr, liste, etc. Et là, vous aurez l'ensemble de l'information. Et si vous vous intéressez à quelque chose de plus particulier, les chemins de Compostelle en France, eh bien, le site, c'est chemin-compostelle, c'est le site de la cire. C'est extraordinaire. Il y a une grande richesse de documentation sur ce site. N'hésitez pas. Et si vous vous intéressez au Camino Frances et au chemin du nord de l'Espagne, eh bien, cette fois-là, c'est le conseil Jacquard, le Consejo Jacobeo, ici, qu'il faut aller visiter. Et puis, vous aurez là aussi plusieurs documents traduits en français. Donc, ce n'est pas nécessairement en espagnol. Vous aurez aussi des documents là en français. Alors, il me reste à remercier l'Association du Québec à Compostelle, vraiment, qui rend possible, qui m'a permis d'exercer ma passion à l'égard de Compostelle d'une part et du patrimoine mondial d'autre part. Un grand merci. Eh bien, voilà. Merci Yves. Et merci à tout le monde. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Merci. À la prochaine. Oui. Bravo. Et